Salut tout le monde, c'est Lukinova et bienvenue pour un nouvel épisode d'Iceberg un petit peu différent que d'habitude. Si de base, lorsque nous explorions des entrées un petit peu étonnantes, parfois perturbantes et des fois des entrées plutôt basiques dans tout ce qui était entrée des icebergs des jeux vidéo, on restait tout de même assez dans le lore du jeu. Et là pour cette vidéo, ça va partir loin, même très loin. Alors, vous n'êtes pas resté sans savoir que j'étais absent pendant plusieurs mois, même quasiment un an entier, parce que je me sentais pas trop bien, mon taux de productivité a baissé, j'étais inactif pendant pas mal de temps, j'ai enchaîné plusieurs deuils à la suite, et je commence à enfin en voir le bout, et c'est le moment de recommencer ce que j'aime tant, c'est-à-dire la production d'iceberg. Évidemment, en attendant l'iceberg que vous êtes en train de regarder, j'ai commencé à gamer un petit peu, si on peut dire comme ça. Donc j'ai commencé plusieurs let's play en parallèle, c'est-à-dire sur Zelda Breath of the Wild et notamment Pokémon Écarlate. Donc si jamais vous avez envie de passer dessus, m'écouter parler pendant un petit gameplay chill, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est du sujet de l'iceberg d'aujourd'hui, nous allons parler de Super Mario World. Je pense que vous connaissez tous ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes nuls. C'est un jeu qui a été vendu en plusieurs millions d'exemplaires, un jeu Mario très original pour l'époque, j'ai envie de dire, car c'était l'un des premiers jeux où il y avait une carte du monde à peu près moins linéaire que les anciens jeux Mario. Voilà, beaucoup de nouveaux objets, de nouveaux power-up, un nouveau style de jeu différent. Ce jeu-là contient beaucoup de choses mystérieuses que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien de réexpliquer un petit peu le concept d'un iceberg pour les nouvelles personnes qui arrivent. Un iceberg, c'est simplement une sorte de mème, une image qui est apparue sur internet il y a un an, et dans cet iceberg on sépare plusieurs couches en fonction de leur profondeur et on classe des entrées par rapport à un jeu vidéo, à un sujet. Là en l'occurrence pour cette vidéo ce sera Super Mario World, et plus on s'enfonce dans l'iceberg, plus les histoires que nous allons découvrir deviendront perturbantes et de plus en plus dérangeantes. Il y aura des scènes un petit peu choquantes dans cette vidéo, il y aura certains sujets qu'on va parler, ils vont être un petit peu terrifiants, donc avertissement aux âmes sensibles, prudence s'il vous plaît. Voilà, je pense à peu près avoir tout dit en ce qui concerne l'introduction. Chers amis, chers visionneurs, je suis heureux de vous présenter l'iceberg de Super Mario World en français. Super Mario World est le premier jeu Mario sur la Super Nintendo Entertainment System et en même temps le plus vendu sur cette console, malgré l'arrivée des nouveaux autres jeux Mario comme Yoshi's Island ou Super Mario RPG. Super Mario World contient à lui seul plus de 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, le deuxième jeu étant le plus vendu sur SNES et le Mario All-Star avec 10 millions d'exemplaires vendus. Ce jeu a reçu des prix pour son incroyable chiffre de vente et a été considéré comme le meilleur jeu de tous les temps selon beaucoup de fans de la franchise. Ce n'est pas trop surprenant qu'il coûte actuellement 8 $ sur le Nintendo Store, malgré le fait qu'il soit très vieux. Bon, je pense qu'en 2023, tout le monde connaît ce fameux dinosaure vert nommé Yoshi. C'est dans Super Mario World qu'il fait sa première introduction, car avant, il n'était disponible nulle part. D'ailleurs, la map du jeu est l'île des dinosaures, donc celui de Yoshi. Ce personnage sert comme monture pouvant avaler les ennemis et donnant des power-up en mangeant des fruits. Il peut notamment cracher du feu après avoir mangé des coupes à rouge. Le concept de Yoshi était déjà prévu pour la NES dans Super Mario Bros 1, mais n'a pas pu être rechargé à cause de la capacité limitée de la console. Je vous invite également à regarder l'iceberg de celui-ci si vous êtes passé à côté. Le design a été repris de cette photo que j'ai montrée à plusieurs reprises. Son inspiration vient aussi d'un jeu sorti en 1984 sous le nom de Devil World, avec un dragon vert dont Yoshi a repris quelques similarités.
Le développement était très difficile et a suscité beaucoup d'anxiété de la part des développeurs. Le nom du jeu, bien avant qu'il soit sorti, était Super Mario Bros 4. La difficulté venait du fait que le travail sur le nouveau matériel accordé avec la puissance de la SNES était compliqué. Selon Takashi Tezuka, je pense vous le connaissez maintenant, les anciens logiciels n'étaient pas assez développés pour utiliser le nouveau matériel informatique. Donc il y a eu des problèmes pour ajouter certains concepts, comme celui de Yoshi, à cause des limitations. Et c'était principalement cette erreur que les ingénieurs se devaient de régler. La date de sortie du jeu devait coïncider avec la sortie de la console, car les ventes de la Nintendo Entertainment System commençaient à chuter vers 1989. Voilà pourquoi Super Mario World a été bâclé et précipité. La pression montait en plus avec l'adversité de Sega, avec son jeu Sonic et sa nouvelle console sortie à l'époque. Donc il fallait vérifier que Super Mario World n'apparaissait pas obsolète devant Sonic the Hedgehog, d'autant plus que la console Genesis Sega avait 2 ans d'avance en comparaison. Bien des années plus tard, Miyamoto a avoué que le développement de Super Mario World était bâclé et incomplet d'un point de vue personnel, car ils auraient fait plus s'ils avaient eu plus de temps. Je vais vous parler maintenant d'un glitch complexe permettant d'arriver au crédit de fin en exécutant des codes dans le premier niveau du jeu. La plupart des glitches requièrent des carapaces de Koopa où il faut exécuter plusieurs actions en même temps. La technique demande du temps. L'algorithme est ultra difficile à mettre en œuvre, c'est pour ça que je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Le but est d'effectuer des actions précises avec les carapaces rouges, donc devoir les prendre et les lancer au bon moment à des bons endroits, pour frapper les blocs, tuer d'autres adversaires, voire même des fois sauter et éliminer le bon Koopa selon sa bonne position. Vous entamerez plusieurs glitches à la suite, ce qui fera démarrer la procédure des credits warp. Vers la fin de la démarche, vous aurez à cracher des boules de feu avec Yoshi, avaler et lancer une carapace verte pour la faire calciner par cette même flamme. Et ensuite, descendre de Yoshi en même temps de lui faire avaler la pièce, et cela enclenchera le glitch final qui vous emmène direct au crédit de fin. Cette méthode est utilisée pour speedrun le jeu. Le youtubeur Furious a réalisé le record du monde en utilisant les credits warp, mais je vous conseille tout de même d'aller voir les vidéos d'Isofreeze et de Seth Blink car ils expliquent beaucoup mieux cette entrée que moi. Oui, encore pour Super Mario World. Ils ont tourné un 3e et dernier animé pour la trilogie du monde de Mario diffusée en 1991. Ce show est composé d'une saison de 13 épisodes, comportant les mêmes voix d'acteurs que dans les aventures de Super Mario Bros 3, qui est sa suite directe où Mario, Luigi et Peach prennent des vacances dans le monde des dinosaures après avoir vaincu Bowser. Il y a beaucoup de changements, car l'univers est différent des autres versions, comme par exemple le monde des dinosaures et l'absence totale de Toad, car il n'est pas présent de base dans Super Mario World. Il sera remplacé par Hook-Tar, un homme des cavernes avec des cheveux blonds, un peu maladroit, mais avec la même voix d'acteur, donc c'est clair que c'est un remplacement. Yoshi apparaît dorénavant comme personnage principal. Les graphismes sont différents, le L de la casquette de Luigi vire au noir au lieu du vert habituel, Peach a la peau plus claire et ses yeux sont bleus au lieu d'être noirs. Le script est écrit de sorte à favoriser l'éducation pour enfants, par exemple des histoires sur les mauvaises fréquentations ou sur la malbouffe. L'épisode le plus connu est Mama Luigi car il regorge de mèmes où Luigi recueille un bébé Yoshi et, attention spoiler, devient sa mère. Dans plein de niveaux, il y a des blocs avec des contours colorés non utilisables. Ils peuvent devenir de vrais blocs en activant les boutons Switch dans des niveaux Switch, ce qui permet d'accéder à des endroits inaccessibles dans pas mal de levels. Ces niveaux Switch sont souvent accessibles par des sorties secrètes en insérant une clé dans une serrure. La seule exception est le Switch jaune, car il est facile d'accès. Ils sont au nombre de 4, le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Par contre, ces niveaux bonus ne peuvent pas être rejoués. Dans certains niveaux, il y a 4 one-up invisibles situés à une place spécifique. Si on les touche dans l'ordre avec Mario, avec Yoshi ça ne marche pas, cela fait spawn un vrai one-up. On retrouve le même principe dans Super Mario 64. Il y a 15 emplacements en tout, et certaines sont dures à effectuer. Voici la liste des niveaux où vous pourrez les dénicher. Donuts Plain 4, Cookie Mountain, Donuts Plain 1, Château de Wendy, Chocolate Island 2, Vanilla Fortress, Château de Morton, Yoshi Island 4, Vanilla Ghost House, Château de Larry, Vanilla Dome 4, Forest Illusion 3, Gnarly, Vallée de Bowser 2,
version test map. Ces 4 one-up peuvent être découverts dans Super Mario World Editor Lunar Magic, le seul éditeur de niveau pour Super Mario World. Certains ont tellement bien été cachés qu'on ignorait même leur existence. Certainement l'anecdote la moins connue du jeu. Quand on finit le niveau final dans le monde spécial, la palette de la carte et les textures de certains ennemis changent. Le monde est modifié en rose et en brun pour laisser paraître l'automne. Les copas sont changés en Mario, les plantes piranhas sont changées en citrouille, les bilbourins en Pidgeot. Sur la version Mario Advance 2, les Galumba devenaient dorés avec des lunettes et les Pokés étaient changés en étranges pierres. Je ne sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler. C'est une célèbre ROM hack du jeu qui modifie tous les niveaux pour qu'ils deviennent infernaux, voire quasiment impossibles. Souvent considéré comme un challenge de Mario World. Certains niveaux sont censés être impossibles à terminer sans exécuter des glitches. Il y a beaucoup de pièges tels que des blocs invisibles, des défileurs automatiques trop rapides. La cruauté et la frustration sont le véritable but de cette ROM hack. Cela nécessite d'avoir une compétence hors du commun, telle que bien connaître les mécaniques du jeu. On peut contrôler Mario ou Luigi, les techniques doivent être réalisées à la seconde près, ce qui demande des jours d'entraînement. Le jeu a gagné en popularité après une vidéo YouTube sous l'autre nom de Asshole Mario. Attiré par les speedrunners, finir le jeu le plus rapidement possible est devenu un exploit. Il existe aussi Kaizo 2 et 3, le troisième étant considéré comme le plus difficile. D'ailleurs, Kaizo veut dire réorganiser ou reconstruire, ce qui laisse sous-entendre un piratage global du jeu pour réaliser cette ROM hack. Le nom a été repris par plein d'autres jeux pour indiquer un niveau extrême, comme par exemple la map Kaizo Cavern des super hostiles de Vex sur Minecraft. Cette source d'inspiration a aussi contribué au niveau infernaux de Super Mario Maker. On en trouve surtout en Amérique et au Japon. Le premier étant nord-américain est un jeu de basket créé en 1993. Il y a un jeu à défilement automatique sous le nom de Super Mario Attack. Un autre jeu où Mario doit danser, un Mario Camion qui bouge tout seul, prévu pour les petits enfants, et finalement Mario Roulette, jeu très connu, exclusivement japonais, sorti en 1991, où une machine tourne, où faut appuyer sur un bouton pour la faire arrêter. C'est un jeu où on pouvait parier avec des médailles échangeables contre de la monnaie. Voici plusieurs adaptations de manga dont le premier est Super Mario 4 Coma, contenant plusieurs scènes de gags issues de Super Mario World. Un autre plus connu est Super Mario Con, avec 6 volumes publiés inspirés de Super Mario World, incluant le plus d'arcs du jeu. Plusieurs locations du jeu sont montrées à l'intérieur. Lisez ces mangas, ils sont très cool en tout cas. Un dernier est Super Mario Kodansha, aussi issu de Super Mario World, et notamment d'autres jeux allant de Super Mario Bros 3 jusqu'à Super Mario 64. Les joueurs sacrifient souvent Yoshi pour se sauver eux-mêmes dans des niveaux avec des plateformes ou de lave en le laissant tomber. Malgré que cela est devenu un mème, il faut parfois sacrifier Yoshi pour avancer dans un niveau, surtout si c'est sur Mario Maker, connaissant les éditeurs de niveaux machiavéliques. Cela alimente la fameuse théorie que Mario serait un méchant sans cœur, qui serait un véritable diable, alors que Yoshi voulait simplement l'aider. Et voici la preuve, Yoshi est né avec une selle, donc il y a une sorte de soumission dès sa naissance. Yoshi subit des dégâts pour Mario, il le fait bouffer n'importe quoi, alors qu'ils sont censés être les deux meilleurs amis. Mais pour quelle reconnaissance ? Pour le faire tomber dans le vide, pour sa propre vie, sans se retourner et lui dire au revoir et l'utiliser à chaque fois comme outil. Donc Mario sacrifie les Yoshi, vive l'humanité. Ou peut-être comme avant, ça pourrait être les joueurs qui contrôlent Mario, donc c'est à nous d'avoir honte. Mais dans certains passages, l'obligation nous pousse à sacrifier Yoshi. Donc cette fois-ci, ce serait à Nintendo de se remettre en question. Pour y accéder, il faut trouver les 5 entrées du monde étoile, et de faire les 5 niveaux dans ce monde-ci, et de s'introduire dans les 5 trous de serrure. Ensuite, le monde spécial, ou si nommé le monde 9, sera à vous.
Les niveaux sont très difficiles avec des environnements différents. On peut découvrir un symbole en haut de couleur rouge, jaune, vert et bleu qui n'est autre que le logo de la SNES de l'Europe et du Japon. Si on attend un certain moment, la musique normale du monde spécial va se changer en thème iconique de Super Mario Bros 1 après environ 2 minutes. C'est un sprite inutilisé et glitché dans le jeu ressemblant à une cage que des oiseaux portent. Il peut être activé dans Lunar Magic, où Mario commence automatiquement à l'intérieur quand le niveau débute. Si c'est un niveau à défilement automatique, la cage se déplacera avec. Ces prétendus 4 oiseaux bleus ressemblent à des Pidgeot, certainement encore des ennemis ou personnages inutilisés. Le graphisme des ailes ont également été trouvés dans le programme de test de la Super Nintendo Entertainment System. Quand on regarde le Big Boo pendant longtemps, c'est-à-dire à peu près 25 secondes, il va enlever ses mains et jeter un coup d'œil pendant une demi-seconde pour vérifier si Mario est toujours en train de le regarder ou non, et se recachera les yeux. Similaire au Boo, sauf qu'ils feront à la place une petite grimace plutôt comique. Voici un sprite inutilisé d'un Koopa Link se situant dans l'Overworld qui ressemble à Iggy. Malheureusement retiré suite au développement du jeu, il aurait pu amener Mario dans des niveaux bonus comme les mains de l'enfer dans le monde 8 de Super Mario Bros 3. Ce fameux 24 juillet 2020, plein de codes sources, de sprites inutilisés, de prototypes d'anciennes consoles comme la Super Nintendo ont été révélés. Brodon est un partenaire de Nintendo qui s'est fait hack et plein de fichiers et de serveurs d'archives ont été récupérés par le pirate. Et bien sûr, toutes ces données ont fuité. Le leak a touché plusieurs jeux classiques de Nintendo, mais Mario a été le plus touché comme Mao 64 avec l'affaire Luigi is Real et bien entendu Super Mario World. Beaucoup de nouvelles animations de personnages ont été leaks, et plein d'autres choses, mais genre beaucoup trop. Tout le contenu est disponible sur le site Cutting Room Floor, mais je vais quand même vous en énumérer quelques-uns. Premièrement, nous avons un Mario avec la peau jaune, et des proportions différentes. Un Mario Tanuki, ou avec un casque d'aviateur, pour qu'il puisse se mettre dans un canon. Référence au cirque, donc preuve supplémentaire que Mario est un acteur, et n'est donc pas réel. Bon ok, on va arrêter avec ça. Je sais que vous en avez marre. Des sprites de Miyamoto lui-même, de Donkey Kong écrasé ou dépressif, et même de Luigi qui fait des doigts d'honneur. Oui, Bowser avec des couleurs différentes, Peach avec une bouche flippante, les sprites les plus troublants sont ceux des prototypes de Yoshi, avec des corps plus maigres, ressemblant plus à des vélociraptors. Juste, imaginez si on aurait eu ça à l'époque. Il y a même des sprites de grand-père Yoshi, Yoshi portant des skis, des potentiels sprites de vaisseaux ennemis pour Bowser, des Koopa Link avec des éventails japonais, des Goombas humains, des sortes de crocodiles, des monstres aquatiques, des créatures volantes avec une crête, un costume de Toad bleu, peut-être. Comme Super Mario World se passe dans le monde des dinosaures, ça paraît normal que plein de prototypes ressemblent à ces anciennes créatures. Il y a aussi des prototypes de la carte du jeu, donc une île en forme de mushroom, des plateformes différentes, un tremplin qui monte au mur. Beaucoup d'aspects de Super Mario Bros 3 se retrouvent aussi dans ce leak. On a un sprite de la clé, avec la pointe en haut, de grosses pièces, des fruits, des panneaux avec écrit dessus Boon Boon, qui pourrait être une référence à Boom Boom, un ennemi de Super Mario 3D Land, qu'on doit battre à la fin du niveau bateau volant. Immédiatement après avoir battu Bowser, les crédits commencent. Si on maintient le bouton du haut, Mario va acclamer des mains durant l'animation. Des gens pensent que c'est un easter egg, mais en réalité c'est un glitch. Je trouve ça plutôt amusant. Super Mario World possède plein de références dans d'autres jeux Mario. Yoshi's Island s'appelle de base Super Mario World 2, se passant aussi dans le monde des dinosaures. Dans Super Mario 64, quand on retrouve Yoshi sur le toit, il nous dit « Ça faisait longtemps depuis nos dernières aventures ». On retrouve encore Yoshi dans Super Mario 64 DS, et cette fois-ci carrément jouable. Les musiques de Super Mario World sont reprises dans Super Smash Bros Melee, et aussi dans Super Mario Galaxy 2.
La course Chocolate Island dans Super Mario Kart est reprise d'une région de Super Mario World. Dans la première galaxie de Super Mario Galaxy 2, on découvre la maison de Yoshi, les combats contre les Reznor dans Super Mario Bros 2, dans Mario Odyssey quand Mario prend le contrôle de Bowser en entrant dans sa tête, des souvenirs de Super Mario World font surface, et le plus subtil est quand Mario contrôle les Mo Eyes. Si vous entendez bien, vous pourrez les entendre chanter l'ending de Super Mario World. On peut terminer un niveau en 5 secondes. Il existe une fin secrète dans le niveau Star World 3 qui ne requiert pas beaucoup d'efforts. Il faut monter tout en haut à l'entrée du niveau avec la cape ou par un nuage d'un lac qui tue, et une clé et une serrure se trouveront juste à côté. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Voici un fait toujours intéressant. J'ai parlé avant du sprite de la cage à oiseaux bleus. Bah finalement cette créature existe vraiment et peut être ajoutée avec Lunar Magic. On peut aussi ajouter Lakitu. Ils apparaissent comme des cosmétiques qui te suivent partout dans la carte de la map. Lakitu est capable de suivre partout le joueur, mais l'oiseau bleu sera incapable de le suivre dans le monde 3, le Vanilla Dome. Certainement car il a peut-être peur de se retrouver enfermé. On va parler d'une scène d'animation coupée. Avant d'entrer dans un château ou dans une maison hantée, une scène avec un panneau d'interdiction pour Yoshi devait se dérouler pour inciter le joueur à laisser Yoshi dehors. Cette animation peut toujours être activée dans Lunar Magic, mais uniquement si un niveau spécifique est activé lui aussi, c'est-à-dire un niveau avec des plateformes mouvantes et des légumes blancs bizarres nommés Rope Tile. Je trouve ça pour le coup assez étrange. Bien avant le Gigaleak, la communauté avait déjà découvert d'anciens designs de Yoshi. C'est après le Gigaleak que ces prototypes se sont multipliés. Le design le plus connu est sa forme de Vélociraptor ressemblant fortement au design de cette créature que Mario chevauche. Je vous incite à regarder la première vidéo de la chaîne pour plus d'infos. Miyamoto possédait cette image sur son bureau durant le développement de Super Mario Bros 1. Il voulait mettre un dinosaure chevauchable dans le premier jeu, mais n'a pas pu être fait à cause des limitations de la Nintendo Entertainment System. Cette illustration a été présentée en 2017 dans une interview des développeurs. Ce que j'appelle une sortie de niveau est une façon de terminer un niveau tout simplement. Cela peut être avec un drapeau ou avec la clé et la serrure. Super Mario World contient 9 mondes et 73 niveaux, et il est possible de finir un niveau de plusieurs manières différentes. C'est pour ça que le nombre de sorties ou exits s'élève à 96 si on finit le jeu à 100%. Mais avec des glitches, il est possible de dépasser ce fameux chiffre. Plein de vidéos sur YouTube montrent toutes les possibilités et il y en a une tonne. Une playlist de tout ça se balade sur YouTube actuellement. Une vieille vidéo YouTube datant de 2006 montre le costume du laser dans un gameplay de Super Mario World, introduisant un power-up caché dans un niveau secret. Accessible par un tuyau caché derrière des blocs, cela vous mènera à la fin du niveau. La suite se passera sur une île secrète sous le nom de 3 points d'interrogation. Dans ce niveau, vous frappez un bloc et un message de félicitations de la part de Nintendo s'affiche pour avoir trouvé le costume du laser. Une fois activé, cet objet permet de flotter dans les airs comme la cape et de tirer des lasers pour vaincre des ennemis. Vous vous en doutez fortement, mais cette vidéo est totalement fake car elle tient d'une ROM hack. Et c'est en observant attentivement la vidéo qu'on peut se rendre compte que c'est ridicule. Mais cette séquence a fait croire à beaucoup d'enfants de l'époque qui ont essayé à maintes reprises de trouver le costume du laser. À l'époque, il était facile de trouver une ROM hack et de la modifier pour faire croire des choses inexistantes sur les réseaux sociaux. Depuis cette vidéo, beaucoup de gens ont contribué à créer des fake news sur ce sujet, alors que, soyons clairs, il est impossible d'atteindre cette île dans le jeu principal. Idem pour la bêta. Un port de Super Mario World sans licence a été créé pour la NES en 1995 par la Hummer Team. Il aura fallu un an pour développer le jeu. La plupart des niveaux sont copiés exactement du jeu original, mais il manque beaucoup de contenu. Ils ont tout de même réussi à conserver Yoshi et la plupart des power-ups comme la cape.
Le jeu est dégueulasse car la physique et la maniabilité sont horribles, on y peine à contrôler Mario. Le pire sont ses musiques cauchemardesques, je vous laisse écouter. Mais il y a un point positif, tel que le saut en rotation amélioré, Mario gagne plus de vie dans les maisons de Toad, et le mode multijoueur était disponible. Mais le jeu peut planter si trop de sprites se trouvent à l'écran. La plupart des blocs ne contiennent rien, on ne peut pas récupérer les pièces à l'intérieur, la carte du jeu est différente et plus linéaire, pas de monde spécial, beaucoup de sorties secrètes ont été supprimées. Pendant le combat de boss, la musique ne change jamais car elle garde l'ambiance de la zone. Quelques coupes à Link ont été retirés et remplacés par des rhinocéros. La lave ne cause pas de mort instantanée, mais blesse Mario petit à petit. La progression ne peut pas être enregistrée, donc pas de sauvegarde pour ce port. Dans la vallée de Bowser, donc le dernier monde du jeu, il réside un bouton Switch rouge inutilisé. Confirmé dans les codes sources, ce bouton peut être aperçu par Lunar Magic. Si on entre à l'intérieur, c'est juste un niveau de test. Les développeurs ont finalement déplacé ce bouton rouge dans le monde 3, le Vanilla Dome, car la zone bonus était située trop loin dans le jeu pour être dans la vallée de Bowser. Il existe 3 îles mystérieuses dans la map de base qu'on ne peut pas atteindre. Elles n'ont aucun but ou utilité dans le jeu. Deux d'entre elles sont côte à côte. L'une vient de la forêt des illusions et l'autre de Chocolate Island, île du chocolat. Le dernier se situe un peu en retrait et vient de Donuts Plain, plaine des donuts, où le costume du laser est censé y résider, si on y croit la légende. Un monde secret se cache envers ces îles, mais les développeurs les ont certainement ajoutées pour rendre moins vide la map et surtout pour diversifier le monde. Dans la map, on peut observer de petites animations de vagues dans l'eau, mais à côté du tuyau menant au monde Vanilla Dome et du château de Ludwig se trouvent des animations de vagues miroitées qui ont été retournées horizontalement. On ne sait pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès, mais dans Lunar Magic, en créant des îles et des terres, on peut les créer ces vagues d'eau façon miroir, donc on pourrait sûrement imaginer un bug durant le développement du jeu. Un niveau mystérieux inutilisé dans le jeu se nomme #2 Morton's Plain, et nous n'avons aucune information là-dessus, ni de son but, ni de sa création. Si on essaye d'y accéder dans Lunar Magic, le niveau ressemble au Donuts Plain 1, dupliqué avec des bugs de fond. Le plus étrange, c'est que l'ID de ce niveau glitché est 17, alors que celui des Donuts Plain 1 est 15. Ces deux chiffres sont assez proches, tout comme leur constitution de niveau. Serait-ce une coïncidence ? Dans la maison de Yoshi, il nous laisse un fameux message dont on voit à la fin une empreinte, donc la signature de Yoshi. La théorie sous-entendrait que Yoshi possède des pattes à la place de ses mains vertes habituelles. Partout dans les jeux et dans certains dessins d'art réalisés par des fans, on ne trouve pas des pattes comme celles de l'empreinte, bizarrement. D'ailleurs, celles-ci ressemblent plus à des empreintes de chiens que celles d'un dinosaure. La Super Nintendo Entertainment System Test Program en anglais est l'une des 4 cartouches utilisées par le Nintendo World Class Service pour tester les bugs et les problèmes de la console et de ses contrôleurs. Elle contient du contenu de Super Mario World, plus principalement de la bêta et des premiers graphismes du jeu. Les simples différences sont que le petit Mario est bizarre et sa casquette sera retravaillée pour la version finale. Les blocs de briques sont jaunes, les blocs de pierre, les blocs surprises et les fleurs de feu sont basés sur Super Mario Bros 3. Il y a encore plein d'éléments de la bêta que je n'ai pas encore cités, mais un émulateur de ce programme existe sur internet. Dans la map, il y a deux types de points de niveau, les rouges et les jaunes. Les points jaunes possèdent une sortie de niveau et les points rouges plusieurs sorties, mais généralement deux. Mais il y a aussi ces gros points qui peuvent être à la fois rouges ou jaunes. Personne ne connaît leur but ou leur signification. Des fois, il y a des gros points de niveau juste après des niveaux importants où on peut sauver notre progression comme les maisons fantômes ou les châteaux. On trouve ces emplacements dans le Vanilla Dome et dans la forêt des illusions, mais ce n'est pas toujours le cas, car dans Donut Plain et Chocolate Island, après des niveaux importants, il y a des petits trous. Même dans la vallée de Bowser se trouve un gros point, mais précédant un niveau classique. Ouais, je sais pas quoi dire, c'est vraiment bizarre.
Certains disent qu'il signifie la longueur du niveau, d'autres pensent que les petits points rouges possèdent une sortie de plus avec une clé dans une serrure, et que les gros points possèdent 2 sorties classiques, mais on n'en sait rien, et on ne connaîtra sans doute jamais la réponse. Dans la version japonaise, on peut manger les dauphins avec Yoshi, ceux qui sautent de l'eau avec des lunettes. Cela a été supprimé de toutes les versions pour cause de la protection animale et les différences culturelles en Europe et en Amérique, car l'Occident a mal réagi à cause de la chasse aux dauphins. On ne voulait pas montrer l'image de dinosaures fictifs avalant des dauphins, mais dans la version de la Game Boy Advance, Yoshi peut les avaler. C'est ironique d'avoir pensé à cet ajout, car on est supposé sauter sur les dauphins pour atteindre les plateformes. Dans une publicité américaine de Super Mario World, on voit Mario en train de marcher dans le Vanilla Dome. Il se rend du 3e château à une maison hantée, ensuite il se met à se déplacer au sud, au-dessus du vide. Même si le chemin n'a pas encore été révélé, les développeurs ont probablement utilisé le debug mode pour se promener librement dans le monde extérieur, ce qui justifie le fait que Mario se déplace dans des endroits impossibles. Ils ont dû capturer des images pour leur pub et ont certainement oublié d'enlever cette séquence qui a fait polémique. Si on observe la vallée, on se rend compte que ça n'a pas de sens. L'entrée est une bouche océanique ressemblant à Bowser, disponible après avoir traversé la zone du navire coulé. Cela suggère donc que la vallée de Bowser se situe sous terre comme pour le Vanilla Dome, et comme la même manière que le font les tuyaux qui rentrent au sous-sol du monde. Mais selon la définition même que propose Google, une vallée est une zone basse, entre des collines et des montagnes, généralement traversée par des rivières ou des ruisseaux. Autre chose très perturbante est le tonnerre. Pourquoi devrait-il y avoir de la foudre sous terre? Comment c'est possible? L'entrée ne peut donc pas amener à une grotte ou une cave. Du coup, l'entrée pourrait être aussi un portail qui te téléporte dans la vallée de Bowser. Finalement, cela reste quand même un jeu vidéo, et comme d'habitude, cela reste aussi dépourvu de sens. Selon le manuel d'instruction de Super Mario World, le bateau fantôme est l'un des dirigeables volants de Super Mario Bros 3 qui s'est finalement écrasé dans la mer. C'est aussi le seul niveau du jeu où l'orbe verte peut être trouvée, se situant à la fin du niveau. Et cette orbe verte apparaît aussi lorsqu'on va Boom Boom dans Super Mario Bros 3. Elle peut donc être considérée comme une allusion à ce lien. Cependant, l'avant du bateau fantôme ressemble à aucun des bateaux volants de Super Mario Bros 3. À cause de ça, on ne saura jamais de quel bateau précisément il est question. Il est très probable que ce soit le bateau final car beaucoup de boîtes de munitions recouvrent le niveau et beaucoup d'ennemis réapparaissent en bout dans le bateau écoulé car ils sont devenus des âmes perdues errantes dans celui-ci. Autre fait intéressant est que cet événement prouve bien l'effet de Super Mario Bros 3 et donc tout n'est pas forcément une mise en scène comme élucidé dans la dernière vidéo. Une autre théorie affirme qu'après les événements de Super Mario Bros 3, Bowser et ses 7 fils ont pris un dirigeable pour fuir le pays, mais qu'un éclair les a frappés et sont atterris à Dinosaur Land, où ils ont finalement établi domicile. Ils auraient ensuite laissé leur bateau couler dans l'océan et dans l'oubli. Alors, je préfère prévenir pour cette entrée qu'il risque d'y avoir des scènes épileptiques. Dans ce niveau, si on atteint le goal étant Grand Mario, et que la caméra se situe en bas pendant la transition, si vous l'atteignez en sautant de Yoshi, au bon moment, les couleurs vont se mettre à clignoter et à flasher quand le cercle se fermera dans la mauvaise direction, car il est censé pointer Mario. La carte du monde aura ensuite des bugs colorimétriques. Pour supprimer ce glitch de flash, il faudra entrer dans un tuyau qui vous mène au monde de l'étoile, ou simplement entrer dans un autre niveau. Ou alors, redémarrer le jeu. Le bug est plus facile à réaliser avec la cape. Le bug de la caméra est dû à son règlement automatique vertical uniquement quand Mario escalade une plante magique ou avec la cape en planant dans les airs. Et aussi car le jeu considère un but imaginaire en dessous de la plateforme et ferme le fond noir là où Mario est censé se trouver. Voici le nom d'une chaîne YouTube ayant posté des vidéos de découverte de glitch effrayants dans certains niveaux de Super Mario World.
Ces vidéos sont très vieilles et ont dupé des centaines de milliers de spectateurs. Vinny, look at this. Look at the fucking shit's messed You up. traded Zelda for this? There's a fucking pipe in the middle of nowhere. What the fuck is this shit? Car oui, toutes ces histoires sont totalement fake. Sur cette chaîne, vous pourrez également trouver sa playlist de vidéos glitch composée de 8 vidéos, 5 en rapport avec Super Mario World et 3 autres parlant d'autres jeux. Voici la montagne Kappa, se situant dans le monde 1, donc sur l'île des Yoshi, et étant le point culminant de cette région, possédant un bouton Switch jaune au sommet. On trouve son nom dans le manuel de Super Mario World, le même où on a découvert le secret du bateau fantôme. Le nom de Kappa Mountain a été inspiré du kappa, une créature mythologique japonaise, de forme humaine avec la peau verte et une carapace à l'arrière comme les tortues. Une partie de la montagne avec le lac ressemble d'ailleurs à une tête de kappa, comme un bol rempli d'eau. Si le kappa n'a pas d'eau sur la tête, il meurt. Toute la montagne peut être considérée comme un kappa allongé sur le ventre. Durant le combat contre Iggy, ses cheveux sont tirés en arrière. En réalité, ce sont normalement les cheveux de Larry. Tout ça est l'œuvre d'une erreur graphique, car les réels cheveux d'Iggy sont tirés vers l'avant. Bizarrement, ses cheveux sont correctement représentés dans les crédits du jeu, de même dans Mario Maker 2. Dans le château final, juste avant la bataille contre Bowser, se trouve un pont suspendu au-dessus de la lave. Ce pont ressemble fortement à celui du château de Bowser dans Super Mario Bros 1. Ce qui est intéressant est que le pont dans Super Mario World possède 13 rondins et celui de Super Mario Bros 1 a la même longueur. Cela peut se vérifier avec la taille des personnages. Dans le Gigalic, on peut retrouver d'anciens sprites de Bowser inutilisés. Une théorie dit qu'il pouvait être utilisé dans une première phase de combat contre Bowser sur ce pont. Mais cela reste étrange car le plafond est trop bas pour qu'un combat se déroule ici. Il y a 2 publicités américaines et une aux Pays-Bas concernant Super Mario World où le boss final a carrément été spoilé. Mais ce n'était pas si grave que ça à l'époque car le boss final était planifié de base que ça devait être Bowser et les fans de la licence le voyaient à des kilomètres. Du coup, il n'est pas impossible que d'autres pubs pour d'autres jeux de Nintendo ont aussi spoilé des événements majeurs. Les 2 frères ont tué le roi Koopa dans la série animée de Super Mario World. Si vous avez envie de le regarder en entier, c'est l'avant-dernier épisode, donc l'épisode 12. À l'intérieur, Mario et Luigi truquent un tuyau pour amener de la lave dans le château de Bowser. Le roi Koopa se retrouve encerclé par la lave en fusion, et l'épisode se termine avec Bowser qui hurle au secours sans rien pouvoir faire. Le dernier épisode de la série animée, donc l'épisode 13, Mama Luigi, Bowser est référé uniquement au passé et montre plusieurs flashbacks de lui à la fin. Donc, Bowser serait-il mort dans cet animé ? En 2017, une interview de célèbres développeurs de Nintendo, Takashi Tezuka et Shigefumi Ino, ont énoncé la création de Super Mario World et de Yoshi. Ils ont expliqué que Mario devait frapper de base Yoshi pour qu'il exécute ses ordres. Il y avait même un son utilisé quand on le frappait. On peut l'entendre dans un clip d'une publicité commerciale des États-Unis, avec une animation de Mario qui frappe Yoshi. C'est très calme, mais ça s'entend. Super Mario World. Super Mario World. Finalement, le Mario qui pointe est mieux comme signe plutôt que la violence. Toujours dans le même épisode de Super Mario World TV Show, A Little Learning, les Koopas, Hip et Hop construisent un volcan pour un exposé durant l'école. Ils utilisent un tuyau amenant de la lave pour faire très réaliste. Mais à un moment donné,
Bowser cause accidentellement Hope à envoyer la dose de lave, ce qui détruit l'école dans son intégralité. Bien avant que la lave soit détournée par Mario et Luigi, elle s'écoule à travers le monde des dinosaures. Donc très possiblement, Bowser a causé une extinction de masse dans le monde de Yoshi. Voici une creepypasta racontant l'histoire d'une ROM hack de Super Mario World, qui personnellement m'a fait pleurer étant gosse. En 1996, un jeune adolescent télécharge un émulateur de Super Mario World, car étant un grand fan du jeu, et ayant terminé l'aventure plusieurs fois, il voulait y rejouer depuis longtemps. Il se baladait plusieurs fois dans la map, en refaisant les niveaux sans timer, donc avec des génicodes, pour passer un peu de temps. Dans le niveau Sunken Ghost Ship, qui est le bateau fantôme, un bout sans yeux apparaît, sans bouger et sans poursuivre Mario, mais lui bloque le passage au tuyau. Mais une clé et une serrure se trouvaient au-dessus, et n'étaient pas censées être là. Il débloque ensuite le niveau du tourbillon, à côté du visage de Pierre, dégoulinant de sang. En allant sur la case, le niveau se nomme Oh God No, avec Mario poussant un visage terrorisé, assez étrange pour un niveau secret. Celui-ci se déroule dans un château sous l'eau. Au début, le joueur pensait être victime d'un glitch. Ensuite, on voit un long couloir sans fin, où Mario doit courir pendant plusieurs minutes. Ensuite, plusieurs bouts apparaissent toujours sans leurs yeux, et toujours sans poursuivre Mario. Un énorme Big Bourrin, avec des yeux remplis de sang, fait son entrée rapidement, et était censé tuer instantanément Mario. Mais le joueur possédait l'invincibilité de Mario avec le génicode, donc il pouvait continuer le niveau sans craindre un game over. Il tomba ensuite sur un message, I hate you, écrit en sang. On ne sait pas si l'auteur de ce message sont les bouts ou bien Bowser. Ensuite, il tombe sur des bouts géants avec des visages sataniques remplis de haine, attaquant Mario dès qu'on leur tournait le dos. On pouvait voir le fond de leur gorge démoniaque. Un autre message arrive ensuite, Why won't you die? Malgré l'invincibilité, le joueur ressentait un effet de mal-être avec tout ce bordel. La salle suivante se passe dans l'eau, logique car le niveau doit se trouver sous l'eau. Mais au fur et à mesure de la progression, le joueur tombe sur des thwomps haineux tombant à intervalles irréguliers avec encore du sang. La sensation était d'autant plus désagréable car Mario glissait sur le sang comme s'il glissait sur de la glace. Le couloir s'allonge avec cette fois-ci des pics et des cadavres de Mario apparaissant petit à petit sur l'écran. Certainement tous les Mario qui ont échoué dans leur élan, donc peut-être des anciens joueurs ayant découvert des secrets mais qui n'ont malheureusement pas pu aller plus loin. Soudain, les cadavres se mirent à bouger et à attaquer Mario, avec leur visage toujours aussi vide, mais se déplacer avec des vitesses incroyables. Le joueur prit de justesse le tuyau violet pour échapper à ce cauchemar. Il arrive à la salle de fin, avec la porte rouge et habituelle, et découvre un champignon creepy. Si vous touchez malencontreusement ce champi, voici ce qui vous arrivera. Mario est ensuite téléporté à la salle du boss, sur un pont, mais personne ne vient. Cette sensation de malaise ne fait qu'augmenter, avec Mario qui en plus observe la fenêtre, contenant une forme non rassurante. Le joueur n'arrivait plus à contrôler son personnage, et la scène resta bloquée pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'un visage familier apparaisse. Oui, c'était Luigi. Mario reste terrorisé, malgré la présence de son frère. C'est inhabituel. Luigi s'exclama. Tu pensais que Bowser travaillait seul. Luigi essayait de tuer son grand frère Mario, car il le hait en réalité, car il a toujours eu le second rôle. Il pouvait faire autant d'efforts, mais Mario finissait toujours par recevoir les acclamations. Luigi s'empressa d'attaquer Mario, dont celui-ci resta terrorisé, ne croyant pas la dure réalité. Luigi sauta sur Mario, avec colère, et le frappa. Il savoura ensuite sa victoire, mais Mario se relève et l'attaqua par surprise, avec un sentiment mélangé de confusion, de colère et de tristesse. Il battit son frère par la haine et par les représailles en le poussant dans la lave. Luigi hurla « Oh God, no !» Vous avez compris d'où venait ce message. Mario regretta immédiatement et finit par s'asseoir en sanglotant. Ce n'est peut-être pas une ROM hack ou un glitch, ou ni un développeur révolté contre Nintendo, mais c'était sûrement la stricte vérité qui devait avoir sa place dans l'histoire de Mario. Le fond devint lentement noir, avec un écran de fin avec Peach lâchant des larmes, et Luigi décomposé de chair. Le niveau n'était plus rejouable ensuite. Une théorie perturbante
énonce la mort de Luigi à ce stade de l'histoire, et ça pourrait expliquer son absence dans les prochains jeux Mario, tels que Mario 64 et Mario Sunshine. Pour cette dernière entrée de l'iceberg, parlons d'une autre creepypasta sur une autre romhack de Super Mario World. Elle est racontée par un prétendu Adam, expert en hack du jeu et qui jouait à des ROM non encore modérés. Un jour, il tombe sur une ROM nommée Mario, sans description particulière et sans date, avec seulement 6 niveaux à l'intérieur. Dans le dossier téléchargé se trouvait un fichier qui permettait de lancer le jeu et un autre fichier en .txt rempli de signes de ponctuation indescriptibles, à part cette seule séquence tout en haut. Find me, find me, find me, et encore find me. Après avoir patché la ROM, Adam lance le démarrage avec l'écran d'accueil habituel. Mais le titre reste Mario. La palette est plus terne que d'habitude, sans couleurs vives. Le message d'accueil très différent qui laisse sous-entendre que Mario est l'antagoniste et non Bowser. Quand on entre dans le niveau de Yoshi's House, la maison a disparu, laissant un message binaire rempli de 0 et de 1. Dans le niveau Yoshi's Island 1, le titre est changé en Never Come Back. Ces niveaux sont différents car il y avait moins d'ennemis, les pièces de dragon étaient irrécupérables, le niveau semblait avoir déjà été fait car des blocs ont déjà été frappés. Dans une boîte de dialogue, il y avait un message « I hate you ». En montant au Switch Palace, toutes les autres terres ont été supprimées, donc il n'y avait que le monde 1. Dans le niveau Yoshi's Island 2, les couleurs étaient fades. Le bloc qui faisait naître Yoshi laissait le message « Mario trapped me in that egg ». Donc Mario était méchant. Une autre boîte de dialogue bizarre avec écrit « Change mind ». Au fur et à mesure de la progression, on ne voyait plus de végétation et de tuyaux. Encore une boîte de dialogue plus loin, marquée « Selfish », commençait à pousser Adam à la réflexion. À la fin du niveau, le terrain étendu était vide. Yoshi's Island 3 était aussi vide. L'endroit semblait complètement gelé, à part le point de but. Yoshi's Island 4 avait son nom modifié en « Leave Now ». Il n'y avait pas d'eau, donc Adam était obligé d'utiliser Yoshi comme sacrifice. À la fin du niveau, on trouvait encore une boîte de dialogue. « If you collect, you can ». Le premier château, donc Iggy's Castle, était changé en #1 Go Back. Le niveau était bizarre, avec de la lave bleue au plafond et des dizaines de dialogues incompréhensibles comportant des signatures de Yoshi et une autre avec écrit « Caused enough trouble ». Tout porte à croire que Mario a causé des dégâts et a produit quelque chose de très grave. Dans la pièce à défilement automatique, il y avait du vide, car le terrain était invisible. On voyait Mario marcher dans les airs. Le combat contre Iggy était normal, mais la scène de fin où Mario sauve l'œuf de Yoshi, ce fameux texte apparaît. Victime, #1, parlant d'un cadavre avec les yeux arrachés, introuvables, et des empreintes digitales non identifiées retrouvées sur le corps. En continuant l'avancée, Adam découvre que la surface de Donut Plane 1 était elle aussi invisible, avec des boîtes de dialogue se contredisant, Fly Away et No Way Out of Here. Le niveau continue avec des portes coupées et un long couloir sans fin, sans pouvoir entrer dans une quelconque porte, car Mario était trop grand. Mais pour contourner l'impasse, Mario pouvait traverser les murs, et faisait une animation comme s'il entrait dans un tuyau, alors qu'il n'y a aucun tuyau. À la fin, un fond noir avec Mario tombant dans le vide, et le jeu crache soudainement. Était-ce clairement la mort de Mario ? Ou devait-il expier ses péchés par rapport à ce qu'il avait commis ? Adam finissa de jouer, et soulagé, partagea son aventure sur un site. Mais un détail l'avait échappé, quand il partageait sur Super Mario World Central un site de partage d'hacking sur le jeu. Si vous convertissiez en .jpg le format .txt du fichier dans lequel se trouvait Find Me, vous obtenez une photo, qui est censée représenter une image de victime #1. Aucune explication donnée. Ok, là les gars, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, enfin moi ça me choque, mais littéralement genre, la fois où je suis en train de filmer, enfin me filmer genre actuellement, et la fois où je me suis filmé pour l'introduction de cette vidéo là, que vous êtes en train de regarder, bah il y a eu quasiment 2 ans d'écart, ce qui est très très long. Juste c'est incroyable à quel point genre l'espace de temps a été genre extrêmement long, et ça montre aussi à quel point genre le temps de production de cette vidéo et la production en elle-même
a été éprouvante, elle a été dure, mais là enfin on arrive enfin au bout, enfin j'arrive enfin au bout et je suis content de enfin qu'elle sorte cette vidéo, hein, il était temps. Je suis désolé, il s'est passé un bordel en 2 ans, mais vous n'imaginez pas, hein, j'ai dû à chaque fois genre recommencer des trucs, j'ai dû travailler sur moi-même, j'avais pas eu le temps de bosser sur cette vidéo, mais elle est enfin là. Et j'espère que vous êtes contents. Il y a eu des scènes un peu plus choquantes, perturbantes. J'ai changé un petit peu de format. Vous voyez, hein, genre j'ai mis voilà, une facecam. J'ai essayé d'être un peu plus violent que d'habitude. Il y a même eu des screamers. Et pour ça, je suis désolé. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format. J'essaie de m'améliorer de jour en jour pour le montage et de ma façon de vous expliquer les choses. Voilà, j'ai testé la facecam notamment. En général, les gens ils comprennent mieux quand on explique, mais quand ils voient en fait le visage de la personne. Et aussi pour moi ça permet justement voilà ça m'évite du coup d'aller prendre plus de séquences genre vidéo, alors que s'il y a juste une vidéo de moi en train de raconter des faits, c'est beaucoup plus facile à monter et c'est mieux pour tout le monde. En ce qui concerne l'avenir de la chaîne, alors je n'ai pas beaucoup parlé, mais normalement avec le nouveau rythme que j'ai pris, tout devrait bien se passer. Normalement, et du coup j'espère que la prochaine vidéo que je vous prépare, j'espère qu'elle va sortir dans moins de 6 mois, je l'espère en tout cas je prie pour que ça se passe voilà, très bien pour la suite. J'ai aucune idée du prochain iceberg que je vais faire. Je me suis dit la trilogie des Super Mario c'était cool, et que pour le 4ème iceberg, Super Mario World, c'était une très bonne idée, mais pour le 5ème jeu, j'en ai vraiment littéralement aucune idée. Peut-être ça peut être un petit format, ou peut-être ça peut être un gros morceau, et voilà, dites-moi vos avis, ce que vous avez aimé ou pas. J'essaie de m'améliorer continuellement et de tester de nouvelles choses, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lucky Nova, et à la prochaine. Ciao.